Bonjour, moi c'est Zoé, je suis tutrice en biochimie. L'année dernière j'ai fait une année de passe et cette année je suis en deuxième année de pharma. Aujourd'hui je vais vous présenter un exercice en enzymologie sur l'efficacité catalytique. D'abord je vais vous lire l'énoncé. On va comparer les propriétés enzymatiques de la lactate déshydrogénase vis-à-vis de trois substrats. On dispose des valeurs suivantes que j'ai réécrites ici. Pour l'item 1, l'enzyme possède le plus d'affinité pour l'oxaloacétate. Pour ça, pour savoir avec quel substrat l'enzyme aura le plus d'affinité, on va comparer les différents KM qui sont sur cette colonne. Et plus le KM est petit, plus l'enzyme aura d'affinité pour ce substrat. Donc ici, on va chercher le KM qui est plus petit, le plus petit KM. Et en fait, ici, on va voir que ça va se jouer surtout entre l'oxaloacétate et la malonate. Pourquoi? Parce que 10-6 est plus grand que 10 puissance moins 8. Donc on voit que ici, 4,4, c'est plus grand que 2,6. Donc l'item 1 sera faux, parce que le substrat qui a le plus petit KM, c'est la malonate et pas l'oxaloacétate. L'item 2. L'oxaloacétate est le substrat le plus efficace. Pour savoir l'efficacité d'un substrat, en fait, on va calculer les efficacités catalytiques avec cette formule, qui est efficacité égale à K4 sur Km. Ici, on va calculer les trois efficacités catalytiques pour les trois substrats. On va faire pour le lactate. On va faire l'efficacité de la lactate. On fait F4. Le K4 du lactate, c'est 1,9 fois 10 puissance 8. Divisé par le Km qui est de 3 fois 10 puissance moins 6. Et on trouve 6,3 10 puissance 13. On va calculer pour les deux autres substrats. Je vais directement faire... Ici, on voit que l'efficacité catalytique, la plus grande efficacité catalytique, c'est bien celle de l'oxaloacétate, parce que 10-16 c'est bien plus grand que 10 parce que 10 puissance 16 c'est bien plus grand que 10 puissance 13 et bien plus grand que 10 puissance 14. L'item 2 est vrai. L'item 3. L'enzyme possède une affinité supérieure pour l'oxaloacétate par rapport à celle du lactate. Ça, c'est comme la première question, sauf que cette fois-ci, on ne va que comparer entre l'oxaloacétate et le lactate, ici et ici. On va recomparer les KM. Et on voit encore une fois que 10 puissance moins 6, c'est plus grand que 10 puissance moins 8. On va tout de suite savoir que là, ici, 10 puissance moins 8, on va savoir que c'est l'oxaloacétate qui aura la plus grande affinité avec l'enzyme. L'item 3 est vrai. L'item 4. Le turnover number du lactate est supérieur à celui de l'oxaloacétate. En fait, le turnover number aussi, ça c'est le K4. Cette fois-ci, on va regarder sur cette colonne. Le turnover number du lactate, c'est 1,9 fois 10 puissance 8. Et celui de l'oxaloacétate, c'est 2,4 fois 10 puissance moins 9. On voit que 2,4 fois 10 puissance moins 9, c'est plus grand que 1,9 fois 10 puissance moins 8. Et c'est faux parce que c'est celui de l'oxaloacétate qui est plus grand par rapport au lactate. Du coup, l'item 4 est faux. Pour le dernier item, la pente de la courbe d'Eddy-Hofstee correspond à l'inverse de l'efficacité catalytique. L'inverse de l'efficacité catalytique, c'est Km sur Vm. Et ça correspond à la pente de Lineweaver-Berk.
et pas à celle des g of t qui est de moins 1 sur km. Du coup, l'item 5 est faux. Du coup, j'espère que vous avez bien compris l'efficacité catalytique et je vous souhaite une bonne année et bonne continuation. Salut, donc moi c'est Anaïs, je suis tutrice de biochimie, j'étais en passe l'année dernière et je passe en deuxième année de médecine cette année. Je vais vous présenter un exercice sur la lecture graphique en enzymo. Donc, je vais d'abord vous lire l'énoncé. Après ajout d'un composé unique nommé C, des modifications cinétiques ont lieu. Elles sont reportées sur la courbe de Michaelis-Menten, ci-dessous. Donc c'est la courbe qu'on a ici. Les flèches sont l'augmentation de l'effet de C, suite à l'augmentation de sa concentration. Donc ici, c'est là où on a le moins du composé C, et là c'est là où on a le plus. Donc le but, ça va être de voir à quelle représentation Lineweaver-Burke cela correspond, donc sur celle-là. Du coup, pour pouvoir répondre à la question, il va déjà falloir voir quel type d'inhibiteur c'est est. Donc on va déjà rappeler qu'une inhibition compétitive, on a VM qui reste pareil et KM qui augmente. Une inhibition non compétitive, on a VM qui diminue et KM qui augmente. Et incompétitive, on a VM qui diminue et KM qui augmente. Qui diminue aussi, pardon. Donc sur cette courbe, on voit bien que VM diminue et KM diminue aussi. Ça montre que c'est une inhibition incompétitive. Donc sur nos courbes de Lineweaver-Burke, on va déjà pouvoir éliminer toutes les courbes qui ne sont pas des inhibitions incompétitives. Donc, on a créé. Là, on n'a pas une inhibition incompétitive, donc c'est pas la E. On n'a pas une inhibition incompétitive ici non plus. Et ici non plus. Donc il nous reste D et C. On va donc devoir faire la différence grâce aux flèches, parce qu'elles nous montrent que sur la courbe de C, VO diminue et que KM diminue aussi. Donc c'est C qui est bonne, parce que ça diminue dans les deux cas. Parce qu'il faut bien faire attention, c'est sur la courbe de Michaelis-Menten, c'est l'inverse. Donc c'est là. Donc la réponse, si je ne me trompe pas, bah c'est. J'ai cru qu'elles étaient numérotées. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le forum. Et bon courage pour cette année.